Quel qui nous ont déjà vu en show? Le public, il capote, là. La plupart des vidéos, quand tu les entends, là, après, là, c'est comme... Les gens sont, genre, hystériques, là. Ils crient, là, comme si, genre... Il n'y avait jamais rien d'autre qui s'était passé, là. On a tellement un bon public, ils sont tellement généreux. Puis, tu sais, je pense que on est généreux avec eux, ils sont généreux avec nous. Puis, tu sais, je pense que ça vient de beaucoup des bases qu'on set au début. Tu sais, c'est souvent Bud qui va setter les bases, justement, pour comme... C'est bon, c'est pas bon. T'applaudis comme si c'était la meilleure chose que t'avais jamais vue de ta vie. Les danses extravagantes, la musique, les plumes colorées. Dans cet épisode, nous explorons les arts de la scène. Est-ce que les danseurs et les dragues tirent leur inspiration des codes binaires aviaires? Ou est-ce que c'est les oiseaux qui plagient les artistes queer? Pour répondre à ces questions essentielles, on va s'entretenir avec des artistes de la scène et de la littérature LGBTQ+, et explorer les collectifs artistiques queer en région. C'est bon, on connaît ça de temps en temps, on aime ça? Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau, humoriste et aéronaute amateur. Je serai votre conductrice lors de ce voyage de montgolfière. Gardez vos mains à l'intérieur du panier. Bonjour, moi je suis Leila Sofiane. Je suis une artiste queer de la parole, de la scène en création littéraire. Pour vous faire mon liste d'épicerie identitaire, je suis une meuf trans, non-binaire sur les bords, migrante d'origine mixte française et algérienne. Notre premier atterrissage est en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, où nous retrouvons Leila Sofiane, poète et autrice du spectacle Refuge, qui nourrit dans sa région d'adoption son besoin de scène en parlant de son coming-out turbulent. C'est ça. Écoute, ma pratique professionnelle, ça fait quelques années que je suis vraiment là-dedans à temps plein. Fait que moi, c'est de la poésie, des prestations de poésie sur scène, principalement. J'ai aussi écrit un monologue poétique, un seul en scène d'1 heure, que je suis présentement en train de faire la tournée, Refuge. Puis c'est un texte que j'ai écrit parce que je lisais beaucoup dans l'écologie queer, beaucoup dans les liens mettant à faire entre comme, féminisme, écologisme et identité queer. Et j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Fait que j'ai écrit plein de trucs, j'ai tout rebrassé mon histoire, là, je cherchais un filon comme évident avec lequel tisser tout ça. Je me suis rappelé que quand j'ai fait mon coming out à mes parents, ce que ma mère m'a crié, on l'a tous entendu, hein, c'est que ce n'était pas naturel. T'sais, quel beau cadeau ma maman m'a fait comme phrase pour orienter ce genre de projet. Fait que je l'appelle maintenant une réfutation poétique de cette affirmation. Et finalement, j'ai juste écrit mon hostie d'histoire de coming out et transition comme tous les autres artistes. Mais je suis très contente de l'œuvre finale et comme assez fière de ça. Quoiqu'elle réussit à trouver une communauté qui l'accepte, trouver un public à l'appel est un autre combat. Même si le dicton voudrait nous faire croire que le crayon d'une slameuse est plus puissant que l'épée. À l'origine, ce qui m'a amené dans la baie, c'était mon amour pour une personne en particulier, puis notre envie d'intégrer ce milieu de vie-là. La première fois que je suis allé dans un bar gaspésien, après avoir eu mon premier chômage en Gaspésie, après ma première saison agricole, il y avait 3 gars au bar, ils sont comme « T'es qui toi? Tu viens d'où? » Puis là, je leur dis que je viens d'avoir mon chômage. Ils m'achètent un verre, hostie, puis ils sont comme contents que je suis là. Ça m'a parlé. Tu sais, comme, il y a plein de régions au Québec où le chômage, c'est un honte, où ne pas travailler, c'est terrible. Puis là, j'ai rencontré une dynamique de vie où il y avait comme, tu sais, un rapport peut-être que moi, je trouvais plus sain ou qui fitait plus avec mes valeurs, tant qu'à ça. J'ai rencontré aussi, à travers ça, le monde de mon village. Je sais pas, c'est comme ma quincaillerie qu'on appelle chez Maryse. Puis de voir qu'il y avait cette volonté d'accueil, puis d'entraide qui m'incluait jusqu'au point où, comme, moi, je pensais être la bizarre du village et finalement, c'est
pas du tout ça qui se passe. Puis rencontrer ça, c'était précieux pour moi. Comme vraiment. Puis ça m'a amené à sortir de ma bulle, de m'ouvrir à différentes façons de penser, puis être dans cette rencontre d'autres perspectives et aussi dans le partage des miens que je valorise beaucoup. Comme on n'est pas grand monde queer, on est un peu plus de monde genre LGBT+, mais pareil, on n'est pas grand monde. La plupart de mon entourage immédiat, mettons les gens que je vais voir à la Pride à Gaspé-Gag, c'est un milieu familial. Ce qu'ils veulent, c'est des pique-niques auxquels amener leurs gamins. Comme, genre, pas nécessairement des cabarets érotiques burlesques. Quoique ça, je pense que ça aurait un certain intérêt pour beaucoup de notre monde aussi, là. Et ensuite, moi, je pense qu'on est plus lourd en alliés qu'en personne dans la communauté. Fait que moi, je suis entouré par un monde straight. Et là, moi, je désire faire de la perfo. Qu'est-ce que j'ai à leur dire à ce monde-là? Mon premier réflexe, ça a été rien. J'ai rien à dire. Je vais me fermer la gueule, je vais comme faire mes affaires, puis on va se foutre la pète. Mais c'est pas très intéressant comme perspective de genre jamais rentrer en contact avec un public qui t'entoure. Fait que à un moment donné, j'ai vraiment fait un effort concret dans mon écriture, dans mon travail de création pour prendre tout ce que j'ai en moi, tout ce que je dois à cette communauté, puis de le mettre, d'essayer de trouver des moyens pour l'illustrer, pour le mettre dans des termes qui sont accessibles aux gens autour de moi. Ça, je le teste sur notamment notre scène slam dans la baie des Chaleurs, la BD Slammer, parce que tout doit commencer avec B, et également dans la Ligue de Slam Est du Québec. J'ai commencé à développer un sens de ce qui marchait, puis là j'ai choisi d'écrire un numéro d'1 heure qui va dans le même sens dont je fais présentement la tournée. Fait que je pense que, des fois, je rencontre une certaine réticence auprès des diffuseurs, puis quand ils voient quelques-unes des captations, puis qu'ils comprennent ce que j'amène, finalement, l'intérêt y est là, parce que justement, je suis capable de démontrer que j'ai quelque chose à dire à l'air public. Je m'appelle Agnès Gaudreau. Je suis danseur. Je danse le dancehall, une danse de rue jamaïcaine. Le krump, danse de rue originaire de LA. Ainsi que je marche et compétitionne dans les ballrooms, Kiki Ballroom depuis peu, dans les catégories Body et Sex Siren. Bouger transcende le corps et l'identité de genre pour Agnès, a.k.a. Aggie, qui nous présente ses 3 danses pratiquées et l'histoire qui nous a menés au dancehall comme on le connaît aujourd'hui. Ou devrais-je dire comme on la connaît? Règle de grammaire mise à part, une chose est sûre, le dancehall lui permet d'exprimer son identité de genre sous multiples facettes. Le dancehall est comme une forme crue de s'exprimer sur les enjeux sociaux, politiques, de société, de genre, de sexualité, etc. Parce que tu avais le reggae à l'époque qui s'exprimait quand même sur le politique, mais qui était beaucoup en métaphore. Donc, moins jugé, cru ou vulgaire. Mais le dancehall était nouveau de ce fait que c'était une manière de s'exprimer pour des gens qui n'avaient pas nécessairement l'opportunité de s'exprimer autrement. Pour Agnès, la danse lui permet de déconstruire les codes de la féminité et de la masculinité et de raconter ces 2 facettes d'une même médaille, tout en twerkant. Une fois que tu as la portion comme old school, new school, de move, plus homme ou genre unisexe, tu as ensuite la portion female, que là, c'est vraiment juste les femmes qui font du dancehall, qui font des moves comme acrobatiques, sensuels, sexuels, affirmés, qui prennent
le dance floor, puis qui s'émancipe de cette manière-là dans l'espace. Donc, tu as vraiment comme ce monde qui est comme quasiment à part, là, je sais pas comment l'expliquer, puis qui est très binaire, qui est vraiment homme, femme, puis les rôles. Puis les seules personnes qui sont en mesure de jouer avec les rôles, c'est les femmes. Donc, elles peuvent faire des moves d'hommes, entre guillemets, puis les personnes queer ou butch sont un peu plus acceptées, mais sont très sexualisées puis instrumentalisées, surtout dans les chansons, là. Mais un homme féminin, c'est comme un no-no. Puis ça peut être dangereux pour sa vie, puis comme c'est encore très homophobe puis illégal, puis genre, il y a encore des chansons qui passent dans les parties qui parlent de comme meurtre de personnes homosexuelles, là. Fait que c'est très confrontant pour moi, qui était comme une personne queer non-binaire, mais ça me permet aussi de comme jouer dans ces différentes énergies, puis jouer avec la binarité, puis la non-binarité, puis c'est impressionnant parce que même quand je pense que je suis les codes féminins, t'as des personnes qui viennent me dire genre ah oui, je t'ai remarqué parce que tu t'habillais comme un gars. Puis j'étais comme hein? Puis là j'étais comme pourtant j'ai porté un petit crop top avec une camisole par-dessus, full make-up, du maquillage. J'étais comme c'est mes pantalons lousses. J'étais comme je portais genre des baggy pants, tu sais. Fait que j'étais comme ça doit être ça, ou genre mes cheveux courts, tu sais, mais ouais, c'est drôle, fait que t'as vraiment comme des codes que des fois j'arrive pas à savoir, mais qui sont là. Fait que je pense que le dancehall, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je peux décider de jouer un rôle un peu plus, entre guillemets, genre agressif ou genre stéréotypiquement genre masculin. Puis de danser de cette manière-là, puis habiller de cette manière-là. Comme je vais jouer avec la binarité, je vais jouer comme le masculin. Après ça, t'as toute cette portion hyper féminine puis expressive. Puis juste en général, le fashion dancehall, c'est out there. Puis c'est très, très dans l'unicité. Il n'y a rien qui est trop. Il n'y a rien qui est too much. Genre, tu peux être aussi nu, aussi habillé, aussi extravagant, aussi coloré. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur là-dedans, qui est comme pas conventionnel, nous, je trouve, dans nos sociétés. Donc, j'ai vraiment l'impression que je peux me permettre de faire ce que je veux, entre guillemets, au niveau esthétique, dans les parties, puis dans la communauté dancehall, puis je vais être acclamée pour ça, tu sais. Pour celles qui n'entrent pas dans le moule de la binarité absolue, le dancehall offre une communauté qui les accueille et attire des artisanes queer. Que ce soit des danseurs, danseuses ou adeptes de costumes burlesques, une symbiose et une économie effervescente s'est installée. Puis même dans la communauté LGBTQ, dans la scène ballroom ou Kiki Ballroom, qui est une scène à la base de personnes trans, gays, queer, qui est comme née à New York du fait qu'il y avait des gens qui étaient complètement marginalisés ou qui étaient comme... Pour qui c'était impossible s'ils restaient eux-mêmes de se trouver des emplois puis de survivre, qui des fois étaient rejetés de leur milieu familial, se retrouvaient à la rue à devoir s'entraider puis survivre entre eux, puis qui se sont créés comme aussi une économie de survie, dans le fond, puis une manière de s'exprimer, puis une manière de vivre de la fantaisie aussi, puis de la compétition, puis de s'exprimer complètement. Donc, ils ont créé comme les ballrooms, qui étaient des compétitions à la base, tu sais, entre personnes trans, gays, racisées. Donc, ils formaient des familles, tu sais, des familles, d'où le terme de famille choisi encore aujourd'hui. Puis là, c'était des houses, comme des houses de qui habitaient ensemble, puis qui étaient sélectionnés les uns avec les autres aussi en termes de talent pour participer aux compétitions ballroom. Puis là, tu avais le mother ou le father figure qui était la personne qui s'occupait un peu des autres puis qui les traînait ou qui les coachait ou
qui était peut-être la figure qui faisait le plus d'argent par rapport aux autres, dépendamment. Fait que même dans le milieu, tu sais, LGBTQ, de ballroom, t'as encore cette binarité-là qui est très mise de l'avant. Donc, en tout cas, il y a toujours comme cette nécessité-là pour cette binarité-là dans cette communauté-là à un certain niveau. Mais moi, c'est ça que je me demande. Je me demande, y aurait-il lieu de rajouter, tu sais, des catégories, tu sais, comme pour que là, les gens qui aiment mieux, mettons, s'exprimer de manière non-binaire, comme puissent le faire. Que ce soit dans des maisons comme Gryffondor, Dance Hall ou Drag, tous y trouvent leur place. Pour Miko et Boud, le Choixpeau les a placés dans le House of Boudoir, un collectif d'artistes qui leur permet non seulement d'exprimer leur identité, mais aussi de venir à la rencontre d'artistes comme eux, qui ont un besoin fondamental d'ensorceler le public sous multiples formes. Fait que moi, c'est Miko. Mon nom de drag artist, c'est Gem Nasty. Allô, moi, c'est Boud. Mon nom d'artiste, c'est Lady Boudoir. Je fais aussi partie, comme Miko, des collectifs Aranide et de la House of Boudoir. House of Boudoir, c'est une house de 7 merveilleuses personnes actuellement. Donc, Lady Boudoir, donc Boud. Moi, Gymnastie. Sinon, il y a Jackie Boudoir, Ovula, Chainsaw, Freaky Freddy, Gender Suite. On est toutes des drag king, queen, queer. On fait des trucs vraiment différents. Je pense qu'on amène le drag ailleurs. C'est juste pour parler de moi, mon personnage, je suis vraiment plus dans le bizarre, le weird. Je joue avec l'absurdité. Je suis un petit gobelin. J'amène mes fusils à l'eau sur scène. J'arrose le monde. J'aime vraiment juste, c'est ça, être le plus zinzin possible sur scène, puis jouer beaucoup avec c'est ça, l'absurdité, avec le bizarre. Moi, je suis arrivé à Rimouski en 2019. J'avais déjà fait un peu de drague à Montréal avant, quand j'habitais là. Puis quand je suis déménagé à Rimouski, dans le fond, j'avais envie de continuer à en faire, mais je savais qu'il n'y avait pas d'autres dragues qui étaient là. Donc, ce que j'ai fait, c'est dès, je pense, le 2e mois que je suis arrivé, j'ai organisé un atelier d'initiation drague financé par Lucar. Donc, merci Lucar. Puis, c'est ça, j'avais sorti tous mes costumes, j'avais acheté du stock. Puis je mettais de la musique, puis les gens pouvaient essayer des costumes, puis je parlais un petit peu de c'est quoi le drag pour moi, puis la diversité de drag qui existe, autant king, queen, queer. Puis après ça, pas longtemps après, j'ai fait un atelier de maquillage. Donc là, les gens qui étaient intéressés, on s'était échangé nos contacts à l'atelier d'initiation, sont venus. Puis là, bon, on prenait vraiment le temps de montrer les bases du maquillage, parce que c'est quand même un art en soi. Puis c'est ça. Puis il y en a, dans le fond, qui ont vraiment trippé puis qui ont embarqué. À la base, on était seulement 4. Il y avait moi, Ovula, Jackie Boudoir puis Gender Suite. Nous, dans le fond, nos spectacles de drague, on les fait un peu partout. T'sais, on a quand même différents endroits. On en faisait surtout à Rimouski, parce que on était beaucoup à Rimouski. Puis dans le fond, c'est ça, on en faisait à l'université. Donc Lucar, c'était quand même un endroit où est-ce que les shows pognaient vraiment beaucoup. Puis qu'il y a du budget pour nous inviter. Donc ça, c'est vraiment agréable. Puis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent y aller en même temps. T'sais, on peut être 500 un show, puis il y a de l'espace en masse. Sinon, c'est ça, à Rimouski, il y a 2 salles de spectacle où est-ce qu'on performe aussi parfois. Donc, il y a l'Aqua Paradis, qui est une salle de comme 225 personnes. Puis, les bains publics, c'est plus 120 personnes. Puis, c'est tous des espaces, c'est ça, qui sont pas queer à la base, mais que avec le show qu'on amène, avec la foule qu'on amène, l'ambiance qu'on instaure, puis aussi qu'on instaure en nommant quand même les choses. Je pense que ça crée des espaces queer éphémères, si on peut dire, le temps d'un show. Mm-hmm. Je pense aussi que les gens qui
travaillent dans ces espaces-là sont quand même vraiment conscientisés puis ont vraiment le goût qu'on revienne, puis on se le fait beaucoup demander. Donc, je pense que c'est vraiment des places alliées. En tout cas, Lucar, c'est grand. Là. Je dirais pas que Lucar est un allié queer, mais mettons, les gens à l'asso étudiante, ils veulent qu'on revienne. Ça fait 2 éditions qu'on fait d'un cabaret queer érotique à Trois-Pistoles, à la Forge à Bérubé, qui est une salle de spectacle vraiment vieille, puis qui a des spectacles de n'importe quoi. C'est ça, à ces événements-là, dans le fond, c'est en non-mixité queer. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui vont s'identifier comme queer ou en questionnement ou tout dans ce large spectre-là. Tu sais, il y a personne à la porte qui fait vraiment la police de « t'es-tu assez queer ». Je pense qu'il y a beaucoup de moments aussi qu'on prend pour parler, pour politiser nos numéros, pour sensibiliser les gens à qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, qui on est, c'est quoi nos identités, oui, en drague, mais aussi à l'extérieur du drague, puis c'est quoi exister en tant que personne queer en région. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme beaucoup de choses qu'on fait qui sont différentes juste parce que il n'y a pas tant de drag house en région. Puis je pense que c'est ça, tu sais, un des trucs, moi, quelque chose qui est vraiment important pour moi dans notre drag, c'est vraiment l'aspect politique. Pour moi, c'est super politique, le drag. Puis, tu sais, c'est ça, en tant qu'anarchiste, je vais souvent essayer de, comme, parler d'enjeux à travers l'humour, à travers le drag. Même si les spectacles de House of Boudoir sont faits dans une atmosphère festive et conviviale, leur message politique est toujours bien présent. Leur art est ancré dans la libération et dans la création d'un safe space identitaire. Un message qui passe toujours mieux avec un smokey eye et un corset. Ben, on se libère certains. Là. Moi, quand j'arrive avec mon gros pénis puis mes fesses à l'air sur la scène, là, je vis ma best life, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est jouer autant avec les codes visuellement que dans comment on va agir. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau dans notre art, c'est qu'on se fait toutes vraiment confiance. Puis qu'on se laisse tellement d'espace pour chacune comme se déployer. Puis qu'on n'est pas comme là à se demander, OK, fait que là, toi, c'est quoi tu vas faire? C'est ça? C'est quoi tu vas dire? Tu sais, c'est comme, prends le micro, dis ce que tu as à dire. Fais ton numéro, on va cheer up. Puis, tu sais, comme, on va tout être derrière toi, peu importe ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est un événement anticipé souvent. Tu sais, on fait des shows... Tu sais, durant l'hiver, ça peut-être au mois ou 2 mois. Les gens, tu sais, tous nos spectacles sont sold out à chaque fois. Les gens, ils se préparent, ils peuvent, tu sais, essayer de jouer avec les codes de genre. Tu sais, j'ai vu plein de surtout, mettons, tu sais, je pense à des gars hétéros qui arrivent avec du make-up, tu sais, qui auraient jamais mis ça dans la rue, mais là, vu que c'est un show de la house, tu sais, ils peuvent essayer de comme jouer avec ça puis découvrir là-dedans. Et ça, je trouve ça vraiment le fun comme lieu d'exploration de la queerness, même pour des gens qui sont pas queer, mais tu sais, peut-être qu'ils le sont au final puis ils vont le découvrir. Mon Dieu, si quelqu'un découvre sa queerness lors d'un de nos shows, je vais broyer sur scène. Ça serait vraiment incroyable. Mais je suis sûr que c'est déjà arrivé en plus. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on instaure vraiment ça. Puis les gens, tu sais, sont pas assis en train de boire leur cocktail. Là. Tout le monde est debout, puis ils dansent, puis ils chantent, puis ils crient, puis ils nous encouragent. Puis, ouais, je trouve que c'est vraiment comme effervescent, puis puissant. Nous lèvons nos chapeaux et nos perruques à ces lieux et ces artistes qui nous permettent de nous libérer des codes sociaux binaires et de nous exprimer sous toutes nos couleurs. On souhaite à tous de pouvoir trouver des endroits qui leur permettent d'être eux-mêmes, de se découvrir sans jugement et d'exprimer les multiples facettes de leur personnalité. Sauf les parties homophobes, par exemple. Ça, gardez ça pour vous. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado Ensemble pour tous. Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, recherche Steven Gentil, musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan, montage et mixage Roxane Potvin.
Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.